3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin, à nos côtés, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gustavo Ronstein de nous accompagner également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management, et Bastien Drue à nos côtés. Enfin, bonsoir Bastien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Revenons quand même sur ce qui est l'événement de cette fin d'année et qui, j'imagine, alimente les réflexions des investisseurs pour 2024. La communication de Jérôme Powell il y a une semaine, quasiment jour pour jour. Bastien, ce que le marché a perçu comme étant un pivot, le changement de la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine avec la confirmation que la désinflation est bien installée aujourd'hui. Est-ce que c'est un pivot visionnaire qui fera de Jérôme Powell le seul banquier central américain ou l'un des rares à avoir réussi à accompagner l'économie américaine sur un atterrissage en douceur après un choc inflationniste mémorable? Ou est-ce que c'est encore, à ce stade, un coup de poker? Je pense qu'il y a quand même de bonnes raisons de procéder à ce pivot. Donc le pivot, c'est acter le fait qu'on passe d'une séquence de hausse de taux directeur en 2022-2023 à une phase de baisse de taux directeur sur l'année 2024 et sans doute 2025 aussi. La principale raison, c'est l'inflation. La désinflation, elle est vraiment très rapide. Et il y a eu une statistique qui est sortie aujourd'hui, qui était le Core PCE. Donc c'est l'inflation sous-jacente qui est mesurée. En fait, elle sort demain. Mais on la connaît déjà, non? Ah oui, le Core PCE du troisième trimestre. D'accord. Oui, trimestriel. Oui, autant pour moi. Bon, alors, sur la révision du PIB troisième trimestre, on a eu la nouvelle estimation du Core PCE également. Le calcul des indices de prix mensuels et trimestriels. Et sur l'indice trimestriel, donc qui est sorti cet après-midi, donc la version définitive, on a 2%. L'inflation sous-jacente, aujourd'hui, elle est à 2% aux États-Unis, ce qui veut dire qu'officiellement, la Fed est en retard dans son cycle de baisse de taux, quoi. Et, tout comme elle avait été en retard pour relever ses taux directeurs quand l'inflation avait déjà très fortement augmenté. Donc voilà, la Fed, elle est encore behind the curve, elle est encore en retard. C'est bien ça qu'on a perçu comme changement de communication chez les faucons, parce que ce qu'il faut bien regarder, c'est quand les colombes ont des discours dovish, bon, c'est pas vraiment de l'information. Quand les faucons ont un discours hawkish, c'est pas vraiment de l'information. Mais là, ce qu'on a vu, que ce soit au niveau de la BCE d'ailleurs ou de la Fed, on a des faucons qui ont tenu des discours un petit peu plus dovish, et notamment Christopher Waller. Et qu'est-ce qu'il avait dit, Christopher Waller? Il a dit, on va passer... Christopher Waller, qui avait demandé vraiment beaucoup de hausses de taux en 2022 et 2023, il a dit, on va probablement devoir procéder à des baisses de taux directeurs sur l'année 2024, non pas parce qu'il faut sauver l'économie, mais tout simplement parce que des règles de politique monétaire auraient indiqué qu'il faut baisser les taux directeurs. Donc les règles de politique monétaire, c'est quoi? C'est les fameuses règles de Taylor. Alors il y en a une infinité, on peut leur faire dire ce qu'on veut, on peut essayer de regarder les principales, on peut essayer de regarder les règles de Taylor standard. Est-ce que ça indique ces règles de Taylor standard? C'est qu'avec une telle baisse de l'inflation, avec un output gap qui est, disons, un petit peu négatif, eh bien, un écart à la croissance potentielle, un écart à la croissance potentielle qui est légèrement négatif, eh bien, on devrait déjà avoir, la Fed aura déjà dû baisser ses taux directeurs, et avec la baisse de l'inflation qu'on attend et qu'on verra donc demain avec les chiffres mensuels, eh bien, on aurait une Fed qui, doit baisser ses taux maintenant assez fortement. Donc je pense pas que vous validez complètement la communication de Jérôme Powell. Oui, je pense que qui a quand même surprise, pour en avoir discuté avec des économistes, y compris des économistes colombes, qui eux aussi voient à travers les règles originelles de politique monétaire la nécessité, ou en tout cas le besoin de baisser les taux en 2024. Sauf que la communication intervient à un moment où Jérôme Powell nous disait encore début décembre, il est prématuré de spéculer sur les baisses de taux. On fermait encore la porte à cette idée-là 2 semaines avant la réunion de comité de politique monétaire de la semaine dernière. Je pense qu'ils étaient à un moment, donc sur les 3 ou 4 derniers mois, c'était un moment où ils ne savaient pas forcément très bien ce qu'ils devaient faire. Ils ont essayé de gérer la communication en laissant un maximum de portes ouvertes. Mais ce qu'on avait déjà pu voir, et à l'époque, en septembre, c'est que les prévisions d'inflation sous-jacente de la Fed pour 2024 et 2025, ça avait déjà commencé à les baisser, donc un petit peu. Et là, celle de la semaine dernière, ils ont baissé beaucoup pour 2023 et 2024, et vont sans doute encore le faire. Et il y avait déjà eu un pivot, entre guillemets, dans leur projection. Quoi. Et comme ils avaient maintenu tout un tas de portes ouvertes, les marchés ne l'avaient pas forcément pris en compte. Et là, maintenant, les marchés l'ont clairement pris en compte. On l'a bien vu depuis 3-4 semaines avec ces taux qui baissent très très fortement. Xavier, je crois que vous avez un avis un peu... pas complètement différent. Différent, mais l'idée du coup de poker.
Oui, non, moi je trouve que Jérôme Powell a une communication. Alors l'exercice est compliqué, mais Jérôme Powell a une communication qui est totalement imprécise, floue. Il fait des virages à 180 degrés. Et comme disait Edgar Faure, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Et lui, en l'occurrence, voilà. Et donc, moi, je serais quand même un peu moins rapide sur l'inflation corps, parce que quand je regarde, alors on verra le chiffre de demain, mais j'observe que sur les services, ça reste relativement robuste. Alors certes, il y a la composante shelter immobilier qui joue un rôle, mais malgré tout, si on sépare au fond les biens manufacturés et les services, on voit que les biens manufacturés sont retournés à leur situation pré-Covid, alors que sur les services, ça ne semble pas du tout être le cas. Et moi, ce que j'avais retenu au fond depuis la rentrée... On a encore 4-5% d'inflation dans les services. Voilà, le momentum d'inflation est encore à ce niveau-là. Oui, ça reste encore assez élevé. Mais après, il faut réussir à décortiquer tout ce qu'il peut y avoir dans les services qui comprennent un peu de services énergétiques. Non, mais c'est pour donner un ordre de grandeur effectivement de la partie service. Mais quand on regarde, par exemple, les 400 composantes, je me suis livré à l'exercice. Enfin non, mais c'est un truc Excel, c'est pas très compliqué. Mais on regarde le nombre de composantes qui ont une contribution positive sur la variation de novembre, donc variation mensuelle. Sur le CPI, ouais. Sur le CPI, il y a 70% des composantes qui ont une contribution positive sur 400. Donc moi, je veux bien entendre que l'accord inflation est en train de retourner. Alors évidemment, c'est en glissement, c'est en variation. Ça n'empêche pas d'une certaine façon. Ouais. Mais au fond, ça ne rend pas l'exercice confortable. Parce que si on retournait à une situation pré-Covid, d'une certaine façon, il faudrait qu'on soit à des contributions positives aux alentours de 30 à 40%. Là, on est à 70%. Deuxième chose que j'ai retenue, moi, depuis la rentrée, et c'était là, pour le coup, parallèle entre Christine Lagarde et Jérôme Powell, c'était les modifications structurelles post-Covid des économies. Et au fond, qui rendait l'exercice justement des courbes de réaction des banquiers centraux compliqué. Et qui consistait à dire l'offre et la demande ne sont pas retournées à la situation qui prévalait. Et donc ça rend notre métier de banquiers centraux difficile et probablement ça veut dire que nos politiques monétaires vont être quand même durablement plus restrictives, moins souples. Donc les courbes de réaction du passé, on ne peut pas tout à fait les décliner pour l'avenir. Et le bon Même quand on baissera les taux, on les baissera moins que ce qu'on aurait pu les baisser dans le passé. Dans un premier temps. Et au fond, c'est ce qui explique que le marché est resté sur ces niveaux-là. On se pose la question de ce qui se passe sur les marchés obligataires. Mais donc, et le marché qui incarne le mieux cela dans l'économie américaine, c'est probablement le marché du travail. Et le marché du travail, on est encore aujourd'hui, le nombre de postes ouverts par chômeur, on est encore sur des niveaux de 1,4. Alors, pré-Covid, on était à 1,2. Au plus fort, on a été à 2. En avril, on était à 1,8. Là, aujourd'hui, on est à 1,4. Donc, ça veut dire qu'un chômeur rencontre 1,4 offres. Bon, c'est juste se souvenir qu'au début des années 2000, c'est un chômeur rencontrait une demi-offre. Une demi-offre. Une demi-offre, d'accord ? Donc l'économie américaine est bien en train de changer, et ça c'est depuis l'ère Trump, et Trump n'y est pour strictement rien, c'est le vieillissement démographique, probablement l'immigration a joué un rôle, mais c'est au fond le vieillissement démographique. Et donc ça aussi rend l'exercice compliqué pour la Fédérale Réserve. Donc moi je trouve que la communication de Jérôme Powell, à la différence de celle de Christine Lagarde, qui me semble beaucoup plus disciplinée, cohérente, alors sans doute qu'elle est beaucoup plus... cohérente au regard du logiciel de la BCE et du mandat, au regard des débats. C'est-à-dire que quand Christine Lagarde, elle dit peut-être pas grand-chose, mais ce qu'elle dit, c'est du solide. Elle ne s'aventure pas. Powell, moi je suis désolé, je prends les deux... en 15 jours, en 15 jours, il dit tout et son contraire. Donc, pour moi, il y a un problème de crédibilité. Je reconnais que c'est facile de mon point de vue, parce que je ne suis pas banquier central, mais l'exercice est compliqué. Mais pour moi, il y a un problème de crédibilité. Donc contrairement, je l'ai dit sous le mode de l'ironie, moi je ne vois pas un génie. Je vois au contraire. Oh non, mais je vois un avocat. Non, parce qu'il y a de la chance aussi. Je vois un avocat d'affaires, un avocat qui s'est retrouvé embarqué dans qui a une expertise, je le dis aujourd'hui, mais qui a une communication qui ne relate pas du consensus des gouverneurs. Non, mais qui montre aussi quand même un certain pragmatisme dans ce monde de disruption, de changement. Oui. On est encore dans les scories de la période Covid, réouverture, choc d'offres, etc. Il faut quand même se projeter. Il fait l'effort quand même d'être un peu plus forward-looking désormais. Non, mais c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est encore un coup de poker à ce stade ? Ils ont refusé d'être forward-looking jusqu'à présent parce que déjà, prévoir l'inflation, c'était impossible. Donc ils ont capitulé sur cette idée.
réalisée, et on ne regardait plus que l'inflation réalisée. Là, on sent quand même qu'il y a quelque chose, une confiance vis-à-vis de l'inflation, qui permet de regarder aussi quand même l'autre aspect du mandat, la croissance, quoi. Au fond, on le validera au cours du premier semestre, sur les chiffres de demain, probablement, mais on le validera au cours du c'est à premier la fin de l'histoire. Là, on va voir si vraiment l'accord inflation, et notamment la partie service, reflue bien avec ce lag, avec ce retard, ou au fond, est-ce qu'il y a eu un scotch, il y a eu quelque chose qui a vraiment été modifié structurellement, et qui rend la communication d'aujourd'hui de la Fédérale Réserve très aventureuse. Voilà, c'est ça. En tout cas, sur le prochain print Core PCE, de ce que j'ai compris, avec le CPI et le PPI, les prêts à la production qu'on a eu là début décembre, ça a même poussé certains participants du FOMC à modifier leurs projections à la dernière minute, parce qu'ils venaient d'avoir l'indice des prêts à la production qui entre en ligne de compte dans la construction du Core PCE, et donc tout le monde a vu que le Core PCE publié demain pour le mois de novembre, 6 mois annualisé, va être à 2% et moins. Et je suis assez d'accord. Bastien, oui, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Allez-y. Il faut qu'on partage la parole. Mais effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que le pivot, il est clair. Mais par contre, pour dire ce qu'ils vont faire et à quoi ils vont réagir, ça c'est quand même très très flou. Ça, je suis complètement d'accord pour le dire. Et d'ailleurs, les baisses de taux qu'ils ont indiquées, c'était quand même, il y a quand même de la prudence. On mettait que 3 baisses de taux sur 2024 et 4 en 2025. Donc, il y a quand même de la prudence. Et effectivement, il y a des changements structurels qui font qu'ils ne vont pas non plus baisser très très rapidement leur taux directeur. Donc le marché se trompe. Je dirais que si le marché va plus loin qu'aujourd'hui, le marché se trompe. Mais pour l'instant, c'est pas complètement aberrant ce qui est en train d'être pricé. Gustavo, votre analyse, une semaine après, effectivement, cette communication de Jérôme Powell, et quelles sont les questions, maintenant qu'on a eu cette communication et ce signal envoyé par Jérôme Powell, quelles sont les questions pour les investisseurs, la première baisse de taux et la quantité de baisse de taux à attendre? Oui. Non, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, la trajectoire de la croissance, que sera exactement l'inflation. Mais je crois quand même que le mouvement, plus qu'un pivot, c'est le retour du put de la Fed, c'est-à-dire du fait que, étant donné la désinflation qu'on observe déjà, il suffirait de peu de ralentissement ou d'avoir quelques mauvais chiffres, ça suffira pour effectivement commencer à baisser les taux. Et je dirais qu'à la limite que l'inflation soit à 2, à 2,5, 3, même à 3, c'est pas vraiment la question. Si on est à même 3 et que tout d'un coup l'économie plonge vraiment, si le taux de chômage se met à monter, à quelle vitesse on va se retrouver à 1 ? Et l'expérience des 10 années précédentes, c'est qu'il n'y avait pas assez d'inflation. Et ils ne veulent pas se retrouver encore avec des taux à zéro et à faire du quantitative easing, je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas envie d'explorer ça. Et je dirais, ça c'est pour la Fed. Imaginez à la BCE. Je pense qu'à la BCE, c'est encore pire. Parce que la BCE ne veut absolument pas revenir à la période d'avant. Bon, la Fed, on peut encore dire, OK, avant, c'était pas trop mal. La BCE, de son propre aveu, c'était trop bas. L'inflation était beaucoup trop basse. Donc, je crois que c'est pour ça que je pense aussi que les investisseurs sont très sensibles à ça. C'est-à-dire que s'ouvre tout d'un coup une route où, de toute façon, la seule question, c'est à quelle vitesse je baisse. Et pas d'autre. Il n'y a pas d'autre question. Ce qui est quand même une énorme visibilité. Ouais. Je veux dire, on n'est quand même pas sûr de grand-chose dans ce bas monde. Mais si je vous dis que la seule question, c'est à quelle vitesse ça baisse, ça va. Ouais. Alors, on peut se discuter entre moi, c'est en avril, c'est en mai. Honnêtement, qu'est-ce que ça change ? Rien du tout. Je sais que conditionné à ce qui va se passer dans l'économie, les banques centrales, parce que c'est vrai pour la Fed, c'est vrai pour la BCE, avec des petites différences dont on peut discuter, mais elles doivent l'assouplir. Elles doivent absolument éviter que la croissance ne baisse trop fort, parce que l'inflation est déjà, quelque part, revenue plus ou moins... a déjà disparu. Elle a quasiment déjà disparu. Effectivement, il peut y avoir un peu de persistance ici ou là. Mais, quand on connaît les États-Unis, quand on connaît les entreprises américaines, à quelle vitesse, si la demande se met vraiment à baisser, elles vont se mettre à licencier. Mais c'est un point clé, parce que je me souviens que la discussion pendant des mois, et c'était même plus qu'une discussion, c'était quand même le message qu'envoyait la Fed, c'est on voudra voir 2% strict dans le blanc des yeux. On voudra voir le smoking gun de l'inflation revenu matériellement à 2% pour commencer à envisager, à réfléchir, à baisser nos taux. Là, voilà, le discours est complètement différent par rapport à... Je crois qu'il le dit explicitement. Pas besoin d'attendre 2% d'inflation pour commencer à recalibrer notre politique monétaire. Si les délais sont longs et variables dans un sens, ils sont dans l'autre. Et du coup, encore une fois, si vous undershootez, si vous êtes trop bas, on est reparti pour zéro lower bond et tout, des choses qui ne veulent pas revivre. Donc il n'y a pas la patience. En tout cas, c'est ça, je pense, le message. Et c'est là où s'engouffrent les investisseurs. C'est parce qu'il y a une apparence de one-way bet. On peut discuter des vitesses, on peut discuter des mois précis.
Mais dans le fond, ça ne change pas Le grand-chose. sens du voyage est là. C'est relativement clair maintenant. Donc c'est pour ça que ça provoque une énorme envolée. Les investisseurs s'engouffrent dans cette brèche ouverte. Qu'est-ce qui amène les investisseurs partant de ce signal? Alors le signal, comme vous dites, avait commencé avec Waller début décembre, gouverneur de la Fed important, économiste, qui est une vraie colonne vertébrale du système Fed aujourd'hui. Qu'est-ce qui pousse les marchés à aller jusqu'à anticiper une première baisse de taux au cours du premier trimestre 2024 dans ce contexte, Gustavo? On a tous sous les yeux les mêmes chiffres de croissance, de résilience extrême de la croissance américaine. Est-ce que le marché anticipe effectivement quelque chose qui serait plus brutal que prévu dans l'idée d'un soft landing qu'on continue tous de défendre, donc C'est-à-dire que, encore une fois, c'est logique qu'on attende une baisse. C'est logique que le marché en attende plus quelque part que la Fed Price, parce que ça a toujours été comme ça, en tout cas dans les derniers mois. Donc c'est une position qui est logique. Et il ne faut pas oublier que ce que Price a marché, c'est pas le mode, c'est une espérance de quelque chose. Donc il y a des scénarios plus. Il y a des probabilités, bien sûr. Il y a certaines probabilités. Mais encore une fois, vous avez une asymétrie totale. On est en train de discuter que d'une vitesse de baisse, c'est pas une vitesse de hausse. Donc et comment la Fed va gérer ces exagérations? Et sur le marché obligataire, alors il y a deux choses. Il y a sur vraiment les attentes dans la partie très courte de la courbe. Bon, là, il peut y avoir des accidents. Sur la partie obligataire, il y a un mélange d'anticipation. Alors on en parlera peut-être, je pense qu'ils sont effectivement exagérés, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de valeur dans les taux longs, même si les banques centrales effectivement baissent les taux courts, c'est bien du steepening qu'on est en train d'anticiper, et du coup c'est pas forcément très bon pour les taux longs. Ceci étant, je comprends, pour comprendre pourquoi les investisseurs se précipitent sur les taux longs, il faut se rappeler encore une fois d'où on vient, du désespoir des gérants obligataires, avec des taux nus, des zéros, des taux négatifs, c'était l'horreur. Du coup on se dit je lock à n'importe quel, en fait ça n'a même pas d'importance. D'accord. Achète, mine, de partout, on achète, parce qu'il y a des taux positifs, c'est des rendements, vous vous rendez compte, des coupons positifs, et on a l'impression... Même à moins de 4%, je dis, j'ai encore du rendement, autant le prendre tout de suite. Et on sait que la concentration des mouvements dans le marché obligataire est souvent plus rapide que dans le marché action. C'est des périodes, des sauts très, très, très rapides, en fait. Comment ils vont gérer? Est-ce que c'est un problème pour eux, ces attentes de marché un peu plus agressives que les leurs? Je parle de la Fed, toujours, dans le sens où c'était aussi un des gros arguments du higher for longer. Inciter le marché à faire le travail de la Réserve fédérale américaine en maintenant une position restrictive. C'est ce qu'on voyait en octobre, des taux longs 10 ans à 5%. Toute cette partie-là s'est complètement effondrée d'une certaine manière. Jérôme Powell n'a plus de son côté les conditions financières qui lui permettait d'être confiant à l'époque dans l'idée que l'inflation reviendrait à la trajectoire. Là, les conditions financières sont tellement assouplies qu'elles ne jouent plus dans le sens de Powell, d'une certaine manière. Oui, alors bon, la relation entre les conditions financières et la croissance, c'est quelque chose qui est compliqué. Du coup, il y a quand même des signaux qui montrent que l'économie américaine est en phase moins d'atterrissage lent, ou ça peut accélérer un peu à la baisse. On va voir ce qu'il en est exactement. Mais de toute façon, si les taux courts se mettent à baisser, comme je le disais tout à l'heure, ça se trouve, c'est la meilleure manière de maintenir des taux longs un peu plus élevés, ou en tout cas qui ne continuent pas à baisser. Au contraire, quelque part, s'il y a une résistance des banques centrales, ça peut être au contraire, ils se trompent, ils font une erreur, ils attendent trop longtemps, et du coup, là, c'est vraiment le plongeon des taux longs, parce que c'est un crash ou des choses de ce type-là. Donc c'est assez contre-intuitif. Oui, non, mais si. Il y a un moment où la baisse rapide des taux longs peut devenir effectivement quelque chose de perçu comme négatif. Même, négatif, il suffit de baisser 2-3 fois, ce qui est plus ou moins, même de ce que dit la Fed elle-même, 2-3 fois suffiront pour que les taux longs, justement, ne continuent pas de baisser, se stabilisent, ça va. On est toujours sur ce chemin de crête. Vos commentaires, Bastien. Un mot aussi du consommateur américain. Qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour le consommateur américain, qui est la clé un peu de tout, et y compris une clé importante du soft landing que cherche à atteindre Jérôme Powell? Alors déjà, pour compléter le lien entre les conditions financières et puis la croissance, c'est vrai que c'est pas toujours facile à voir. Mais... Je pense à l'inflation aussi. Oui. Non, mais si. Il nous a bassiné avec Arthur Burns depuis un an, Jérôme Powell. Donc, moi, j'ai retenu la leçon. Si on se relâche trop vite, est-ce que ça ne crée pas un risque de facteur rebond pour l'inflation? Ce qui s'est passé sur, on va dire, la grosse séquence du mois des 3, 4, 5 semaines qui viennent de se passer, on a quand même une baisse des taux mortgage 30 ans aux États-Unis qui est assez forte. 100 points de base, Mais on reste entre 6 et 7. D'accord. Donc là, dans les tout derniers chiffres qu'on peut regarder, les dossiers de crédit immobilier sur les dernières semaines, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de dégel des transactions particulières. Il faudra quand même aller un peu plus bas pour avoir un retour des transactions immobilières,
Donc voilà, même si les taux longs ont baissé, c'est pas ça qui va faire repartir soudainement l'économie américaine, quoi. Et après, sur le consommateur américain, ce qu'on peut voir, c'est quand même de l'essoufflement. On n'a pas, on n'a pas un consommateur américain qui craque tout d'un coup. C'est pas brutal, c'est pas binaire, mais on voit quand même de l'essoufflement. Alors c'est difficile de regarder les statistiques mensuelles parce qu'il y a tout un tas de problèmes de désaisonnalisation. On avait déjà parlé de ça la dernière fois que j'étais venu. On avait fait le point stat avec vous. Quand on regarde les statistiques de dépenses de carte de crédit, où là il y a beaucoup moins de problèmes de cet ordre-là, on va dire. Par exemple, celles qui sont calculées par le bureau du recensement aux États-Unis ou celles qui sont calculées par les banques d'investissement, on voit quand même de l'essoufflement, quoi. On va dire depuis septembre-octobre, à peu près le moment où il y a eu le début du remboursement de la dette étudiante, ce qui n'est pas énorme non plus par rapport à l'économie américaine, mais à partir de ce moment-là, de la fin de l'été, on a commencé à avoir quand même un essoufflement. Et je pense qu'on peut quand même largement attribué au ralentissement du crédit, des crédits à la consommation. Ouais. Et ça, on voit vraiment sur les 2-3 derniers mois un décrochage. Alors les données sont volatiles, il y a des fois c'est négatif, des fois c'est légèrement positif, mais globalement en tendance, on a quand même beaucoup moins de crédit à la consommation que, on va dire, il y a 6 mois. Là, ça s'est quand même vraiment tendu, et c'est ça qui fait qu'on a cet essoufflement du consommateur américain. Donc ça c'est quelque chose qui vraisemblablement va continuer encore un petit peu, qui va faire qu'on va continuer, ça va s'essouffler, et puis au fur et à mesure que les ménages américains refinancent aussi leur crédit à la consommation, ils vont avoir des taux d'intérêt qui vont être plus élevés. Et la charge d'intérêt continue à augmenter tous les mois. Donc ça, par exemple, quand on calcule en pourcentage des salaires pour pouvoir comparer différentes époques, on atteint presque 5% quand on prend uniquement les crédits à la consommation, donc la charge d'intérêt pour les crédits à la consommation. Donc ça, c'est le plus haut pourcentage par rapport au salaire qu'on ait pu voir depuis que ces statistiques existent. Par rapport au salaire. Juste au salaire. Parce que moi, j'ai en tête que quand même le bilan des ménages, entre l'endettement et le patrimoine, ils ont quand même un taux d'endettement par rapport à leur patrimoine qui est faible aujourd'hui. Il n'y a pas de situation de surendettement par rapport au patrimoine global des ménages. Non, mais c'est clair qu'il n'y a pas de surendettement, mais malgré tout, on voit que il y a des segments qui n'ont plus accès au crédit à la consommation. Grosso modo, la population la plus pauvre n'a plus du tout accès au crédit à la consommation. Les classes moyennes commencent à perdre au fur et à mesure l'accès au crédit à la consommation. Et donc, voilà, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit et qui fait que cette charge d'intérêt qui augmente vient aussi pénaliser. Bon, ils ont des salaires réels positifs. Ça, c'est quand même large. Je regarde aussi ces indicateurs, mais c'est quand même largement des trucs qui sont regardés par les économistes et qui ne se traduisent pas forcément tout de suite par il faut du temps pour que la perception change de ce point de vue-là. Oui, je pense quand même, oui. Là, on a pu voir dans les enquêtes... Parce que les prix de l'essence sont plus bas depuis 2 ans. Ça, c'est vrai, oui. Les taux baissent, le chômage est au plus bas, tout le monde a un travail, les salaires montent. Il y a parfois des trucs un peu schizophréniques dans le consommateur américain. Quand il y a eu... les événements au Proche-Orient, les consommateurs américains se sont dit que les prix de l'essence allaient exploser. C'est ce qu'on a vu dans l'enquête, je crois que c'est l'université du Michigan. Ouais. Donc ils ont fait quoi, des stocks ? Comment ? Ils ont fait des stocks d'essence. Et non, mais on a vu que les anticipations d'inflation ont vraiment explosé. Je me souviens, oui. Au moment même où le prix de l'essence aux États-Unis était en train de baisser ça faisait plusieurs mois que ça baissait. Et là, pour le prix de l'essence, on est au plus bas depuis 2 ans et demi. Donc il y a quand même quelque chose un peu schizophrénique là-dedans. Et finalement, j'ai vu les Américains appellent ça la vibe session. C'est la récession par le ressenti ou par la perception, par le vibe, quoi. Mais alors que les indicateurs macro agrégés, en moyenne, donnent une lecture assez différente de la santé de l'économie américaine, du consommateur américain aujourd'hui. Il y a eu un travail très intéressant de vie économiste là-dessus, qui regardait le lien entre l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis et qui essaie de lier au vrai macro. Le lien était super fort pendant 50 ans et depuis 2020, depuis le Covid, il y a un grand écart entre la perception on a surconsommé avec un moral au plus bas. Oui, c'est exactement ça. Xavier, consommateur américain, mais sinon on passe à la BCE parce que... Oui, non, surtout il faut rappeler que sur la Fed, il y a un autre acteur qui est la politique budgétaire. Oui. Donc, quand on voit la stimulation budgétaire aux États-Unis, pour anticiper une récession, moi, c'est ce que j'ai jamais compris sur l'année 2023. Il fallait vraiment pas voir la stimulation budgétaire, toutes les variables, marché de l'emploi, le niveau de rentabilité des entreprises. Tout était quasiment au plus haut. Donc, ça veut dire que la demande interne restait soutenue. Alors maintenant,
les effets de la hausse des taux commencent à diffuser, c'est ce que tu disais sur les crédits à la consommation, mais même sur le coût de financement des entreprises, l'immobilier, tout ça. Et donc ça finit par... Et c'est peut-être avec ça qu'est en train de jouer la Fédérale Réserve. Parce que ces éléments-là inertiels, on les estime, on les a estimés économiquement parlant, mais peut-être qu'on est en train d'en découvrir la réalité. Et donc ça, peut-être que là, effectivement... Et donc contrecarrer une partie de ces effets, à ce moment-là, c'est peut-être pas inutile. Voilà, mais n'oublions pas encore que la politique budgétaire, pour l'instant, reste stimuleuse. Alors, sauf s'il y avait un pataquès au Congrès américain et qu'il y a un blocage... On va pas reproduire l'impulsion, quand même, de 23 en 24. Non, mais ce qui va être intéressant, c'est 2025, s'il y a un changement de gouvernance. Oui. Ça sera à mon avis. C'est à suivre. Hein. Ah non, mais attends. C'est à suivre. Hein, je me dis qu'on va tellement le suivre pendant 9 mois que je ne peux pas prendre de faux départ tout de suite. Faudra bien lire, non, mais bien sûr. Faudra bien lire le contenu économique. Ah, mais il faut l'écouter aujourd'hui. Et le contenu budgétaire de Trump. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est au. On peut commencer à l'écouter aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il dit les choses. Il est plutôt violent. Il dit les choses. On va en souper pendant 9 mois parce que ça commence en janvier. Les premières primaires, c'est en janvier. Oui. Je passe de la Fed de Trump à la BCE. Gustavo, je repars du pivot de la Fed. Comment vous considérez ce qui apparaît encore comme une forme d'immobilisme de la Banque Centrale Européenne? Alors c'est vrai que la réunion avait lieu le lendemain de la communication de Powell, qui a peut-être pris de court un peu quand même aussi les banquiers centraux européens. Et on a vu quand même Christine Lagarde qui n'a pas voulu partir dans la roue de Powell tout de suite, maintenant. Est-ce que c'est un moment qui arrivera bientôt pour la Banque Centrale Européenne au regard de ce qu'elle peut voir, des indicateurs macro et de l'inflation, son mandat, la stabilité des prix, etc. Je crois que la Banque Centrale Européenne avait fait ce qu'on pourrait appeler un pivot déjà avant, en réalité, et qu'elle était déjà sur l'idée qu'il n'y aurait plus de hausse de taux. Ils l'avaient déjà dit. Moi, j'écoute toujours... François Villeroy de Gallo avec beaucoup d'attention, je le comprends bien déjà. Et du coup, c'était très clair depuis longtemps, et comme il est une position relativement médiane, on va dire, dans le Conseil des gouverneurs, il doit parler un sorte de résumé de tous les autres, on va dire. Bon, et il était clair qu'il n'y aurait plus de hausse, et on était juste en train de... Alors, on n'en parle pas, mais bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on n'en parle pas, mais effectivement, on commence à l'imaginer, ou tout un tas de langages et de manière de parler de ça, mais bon, le pivot était là. De toute façon, c'était forcément une baisse. Après, il ne faut pas en parler tout de suite. Ce qui se passe, je pense, c'est que Christine Lagarde n'avait pas encore, en tout cas, il n'y avait pas encore l'unanimité au Conseil des gouverneurs pour commencer à parler de ce sujet. On sait les résistances, on connaît les résistances au sein du Conseil des gouverneurs, mais la logique, elle est trop forte. Et le point important, c'est de bien comprendre que la BCE ne veut pas revenir à avant. Ce qu'on appelle normalisation pour la Banque Centrale Européenne n'est pas revenir à... Non. Il faut maintenir une inflation à 2%. C'est sa cible. Ouais. À 1, c'est pas sa cible. Ouais. Et du coup, ils sont dans une difficulté. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils baissent parce que sinon, ils vont finir par undershooter. Combien de temps ça va prendre pour former ce consensus dont elle a besoin? On connaît tous, effectivement, la manière dont fonctionne la Banque Centrale Européenne. Moi, ce que j'entends encore du côté des faucons, des durs, des orthodoxes, c'est que eux, pour le coup, ils veulent voir 2% d'inflation les yeux dans les yeux et qui vont être très attentifs aux séries de salaires négociés en zone euro qui sortent toujours avec beaucoup de retard. J'ai entendu certains dire, on attendra les chiffres du Q1, voire du Q2 2024, pour être sûr de notre décision et être sûr qu'on pourra effectivement commencer à baisser les taux. Ça fait loin devant quand même. Pour une économie qui est, alors peut-être pas en récession, généralisée en tout cas, mais qui est non plus, qui est quand même pas flamboyante. Alors c'est vrai. Alors il y a deux remarques. La première, c'est que à la fin, c'est un peu cette idée qu'à la fin, il y a que la Fed qui compte pour ce qui concerne les marchés financiers. Ouais. Et on l'a bien vu quelque part. Ce qu'a dit Lagarde n'a pas changé grand-chose au rallye obligataire. C'est la Fed. Et ça. C'est peut-être désespérant, c'est vrai, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que les marchés ont connu une période où la BCE n'existait pas. Donc, voilà, c'est direct, la Fed. Donc on regarde ça. Elle a parlé, mais en fait, on regarde la Fed. C'est de la direction. Donc ça, c'est la première idée. Ça, du point de vue des marchés financiers, je ne suis pas sûr que ça fasse une grande différence. Après, en termes de mouvement, je crois quand même qu'ils sont en train de changer et que c'est vraiment les dernières résistances. Il y a... quand une banque centrale parle, elle ne considère pas qu'elle est exogène. Donc elle dit, si je dis maintenant que ça y est, c'est fait, alors les salaires vont augmenter. Enfin, il y a une pensée assez complexe sur les anticipations qui font qu'ils ont envie de parler. D'ailleurs, ils ne parlent que du coût unitaire du travail ou des choses comme ça.
Ce qui, dans le fond, est assez absurde quand même, quand on y réfléchit, parce que le coût unitaire du travail dépend essentiellement de la productivité, qui n'est pas du tout une donnée de court terme. Ça n'a pas de sens de dire que la productivité accélère le trimestre dernier et va décélérer le trimestre prochain. C'est une donnée de long terme, c'est très évidemment. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Mais il fallait parler des salaires. Bon, ils l'ont fait, ça y est, ils ont marqué leur point. Il ne faut pas que les salaires augmentent trop. Ils n'arrêtent pas de le répéter. Bon, ça c'est dit. Mais si l'économie, c'est toujours l'idée du put, c'est-à-dire que si l'économie faiblit plus que ce qu'on anticipe, eh bien, ils n'auront pas le choix. Ou alors, il faut qu'ils nous expliquent quand l'inflation sera à 1% ou à 0,5%. Là, sur des mesures un peu tronquées, on n'arrive pas loin de ce genre de niveau d'inflation selon la propre mesure. Oui, c'est ça. Cette mesure du PCCI, c'est un calcul un peu compliqué, mais elle est déjà à 2. Donc, si vous partez à 2, vous rajoutez une hausse du chômage, on va passer en dessous. Bon. Didier, c'est finalement sur la dernière communication, Lagarde est plus cohérente que... Oui, parce que moi j'ai un avis un peu différent sur l'inflation européenne. Je pense qu'elle est singulièrement différente de l'inflation américaine. Déjà, c'est une économie qui n'est pas du tout confrontée à la même contrainte énergétique. Et que le conflit russo-ukrainien a changé la donne structurellement pour l'économie européenne. Donc ça, c'est post-Covid, mais ça modifie complètement les termes. Et clairement, l'inflation pour 2024 va être significativement supérieure. Donc, si on prend simplement des constats de corps inflation entre les États-Unis et l'Europe, l'inflation corps aux États-Unis a connu son pic en septembre 2022. Un peu plus de 6,5, et a commencé à refluer. L'inflation corps en Europe a connu son pic en avril de cette année à, je ne sais plus, aux alentours de 5 ou 5,2. Donc il y a un écart déjà. Donc je trouve qu'il est normal que la Banque centrale ne réagisse pas dans le sillage de la Banque centrale européenne. Elle gère, et c'est vraiment cet indicateur-là qu'elle suit. Alors après, tu peux me dire, bon, la core-inflation, c'est gentil, mais au fond, si on retraite d'un certain nombre de trucs, ça va... Bon, moi, j'ai pas le sentiment, vu les hausses de salaire qui se présentent, j'ai pas le sentiment qu'on se dirige très rapidement vers d'eux. Moi, je serais pas surpris qu'on ait une core-inflation en Europe qui connaisse un rebond sur le premier semestre de l'année prochaine. Donc ça, je pense que les banquiers centraux européens l'intègrent. Et après, si tu veux, ça reporte au deuxième semestre. Et là, probablement qu'au deuxième semestre, un discours de baisse des taux commencera à devenir... Mais le faire précocement dans le sillage de la Fed, à mon avis, ça n'a pas de sens. Alors maintenant, ça peut avoir un sens, parce qu'il y a une variable dont on n'a pas parlé, c'est l'échange. Moi, j'observe que il y a une volatilité qui est quand même qui est en train de monter sur l'échange. Et donc ces écarts de politique monétaire par zone, ça peut donner lieu à des swings très, très significatifs. Même si on parle de décalage de quelques mois ou quelques trimestres. Ah oui, parce que les positions de carry, tout ça parce que là, les variations, en taux nominaux ou en taux réels, ça peut donner des variations très spectaculaires. Et donc, je pense que ça peut jouer. Et donc là, effectivement, pour que la Banque centrale européenne baisse précocement ses taux, il faudrait vraiment qu'on ait une envolée de l'euro. C'est-à-dire, on a une envolée de l'euro contre le dollar. Le dollar commence à baisser, un 15 ou 20, imaginons, un 15, un 20. Et donc là, à ce moment-là, probablement que cette contrainte-là va, parce qu'en termes de demande externe adressée à la zone euro, là, ça voudra dire des choses. Et donc, là, ils réagiront. Mais stand-alone, sur les chiffres d'inertie de la core inflation, de l'écart qu'on a par rapport avec la zone, avec les États-Unis, moi, je trouve qu'ils ont une attitude assez pragmatique, assez sage. Et donc, l'anticipation qu'a eu les marchés obligataires européens, là, je trouve, justement, est probablement excessive. C'est-à-dire qu'ils se sont calés par homothétie sur l'obligataire américain. Et là, moi, je ne serais pas surpris qu'on ait, au cours du premier semestre de l'année prochaine, qu'on ait à nouveau des spreads des deux côtés de l'Atlantique qui évoluent, parce qu'à un moment, le marché va se rendre compte que, non, c'est pas si... il y a un décalage. Voilà, il y a un décalage. Il faut bien voir que les situations d'inflation sont quand même singulières. Il y a un mouvement d'ensemble, mais il y a des effets inertiels. C'est pas partout pareil. Il y a des structures économiques. Elle met en avant à chaque fois les chocs géopolitiques, avec derrière la question de l'énergie, qui n'est pas une question pour les États-Unis, ça c'est sûr. Voilà. Un mot sur la BCE, puis tour de table sur qu'est-ce qu'on va faire en 2024, maintenant que le marché a déjà joué 2024. Bon, moi, je suis assez d'accord sur le fait que le marché anticipe sans doute trop
pour la BCE par rapport à la Fed, quoi. Là, actuellement, on a des marchés qui anticipent plus de baisse de taux de la BCE en 2024 que de baisse de taux de la Fed. Moi, j'ai du mal quand même à croire à ça. Ça me paraît un peu fort. Il va falloir le temps de l'ajustement de la communication. Et déjà, la communication n'a rien à voir. La BCE, Christine Lagarde disait qu'ils n'ont même pas encore discuté des baisses de taux, alors qu'au FOMC disent qu'ils ont déjà discuté des baisses de taux. Et puis, l'inflation, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'inflation aux États-Unis et l'inflation en Europe n'est pas calculée du tout de la même façon, quoi. On peut avoir quand même beaucoup plus de visibilité sur l'inflation américaine, parce qu'il y a cette composante, la composante des loyers, qui est actuellement énorme. En contribution, c'est quand même les 3/4 de l'inflation sous-jacente américaine. Et elle est en retard d'1 an à peu près sur la réalité. Donc on a quand même une visibilité qui est très forte. On a quand même beaucoup moins de visibilité sur l'inflation de la zone euro. Donc moi, je pense qu'elle va baisser. Elle a baissé très vite, là. Elle a baissé très vite. Il y a des effets de base qui vont faire que l'inflation sous-jacente peut encore continuer à baisser relativement rapidement. Mais une fois passés ces effets de base, on maîtrise peut-être un petit peu moins comment va évoluer l'inflation sous-jacente européenne. Et puis là aussi, en Europe, il y a aussi des facteurs structurels. Le marché du travail, il n'a pas changé qu'aux États-Unis. Il a aussi beaucoup changé en Europe. Là, il y a, on en a déjà parlé plein de fois, mais il y a 1 million de personnes qui quittent le marché du travail en Europe chaque année, un demi-million en Allemagne, ce qui fait que les pénuries sur le marché du travail vont perdurer sur les années qui arrivent, peut-être même être encore plus fortes, et que même si on a une croissance qui est là actuellement 0 plus 0 moins, 0 moins, le marché du travail tient quand même assez bien en zone euro. Reste tendu. Donc, voilà. Il y a aussi une autre différence, on parlait de la politique budgétaire, c'est que la politique budgétaire européenne n'est pas du tout la même. Ce qui va se passer en 2024 en Allemagne, c'est une restriction budgétaire qui coûtera quelque chose. Donc on est vraiment dans des situations. C'est pour ça que je crois qu'on peut discuter du mois. Il y a tout un tas de doutes. Je ne sais pas du tout quel mois précisément ils vont trouver un accord, mais ça ne change pas grand-chose. Je pense que la direction étant à peu près claire, la question après, s'il y a de la valeur dans le marché obligataire, est une autre question. Clairement. Effectivement, si le marché a déjà joué tout ça, il n'y a pas grand-chose à gagner à jouer l'obligataire. La seule raison pour laquelle on peut avoir de l'obligataire, c'est le côté, je sais que la Fed ou la BCE est avec moi et de mon côté. Et du protection, quoi. C'est une protection, le portfolio balance revient un peu. Mais fondamentalement, ce que ça donne envie, si je considère que c'est bien une histoire de put, c'est j'ai envie de prendre du risque. Et acheter des taux, c'est pas prendre du risque. Non. Donc prendre du risque, c'est les marchés actions, c'est les small caps, c'est là où on a envie effectivement de prendre du risque. Et c'est ça qui me semble être le message du moment. Et comment vous pouvez caractériser le risque que vous avez envie de prendre aujourd'hui, effectivement, dans l'univers action je ne sais pas, est-ce qu'il y a des segments, des poches de marché où il y a forcément plus de valeur que d'autres aujourd'hui? Oui, je citais justement les small cap. Et je sais que souvent, les gérants européens, évidemment, parlent de ça, parce que c'est vrai que c'est pas souvent, oui, depuis un mois, quoi. Pas depuis un mois, en tout cas, mais... Parce qu'on en parlait différemment les mois et les années précédentes. C'est vrai. Il y a eu de l'enthousiasme, beaucoup de dépression, et puis maintenant, on recommence à y croire un peu, mais il est évident que ça fait partie... C'est emblématique de cette idée du put et du risque. J'ai envie de prendre du risque. Où est-ce que je le prends? Notamment, évidemment, dans les small caps, mais pas que, dans les valeurs plus cycliques, ou en tout cas en sortant peut-être de certaines des très grosses valeurs et en essayant d'aller plus dans les profondeurs. Et au moins pour le début d'année, c'est un positionnement effectivement qui paraît pertinent. Les marchés viennent, évidemment, je n'en sais rien ce qui va se passer précisément au début d'année, mais disons, la logique de l'ensemble de l'année, c'est bien celle-là. Ça donne envie de prendre plus de risques, dans la mesure, encore une fois, où on n'est pas sûr du timing, mais la protection des banques centrales est quand même là. Rapidement, messieurs, parce qu'on n'a pas le temps de faire toute la stratégie d'allocation d'actifs, mais où est-ce, grande classe d'actifs, où est-ce que vous voyez de la valeur intéressante, des expected returns intéressants là, pour 24 Il y a plein de choses, mais il faut le faire en 30 secondes. La partie courte de la courbe, ça, c'est des choses auxquelles on croit encore. La partie longue, beaucoup moins, on se rejoint. Donc pas de duration tant que ça, quoi. Pas sur toute la courbe. Il y a une reconstitution des primes de terme qu'on anticipe. Après, il y a aussi pas mal de valeurs qui ont été largement massacrées sur l'année 2023. Et là, on pense pas mal à tout ce qui a été massacré dans le cadre du GLP-1. Voilà, ça, c'est le GLP-1 a fait beaucoup de victimes. Donc la révolution anti-obésité. Partant des médicaments destinés au diabète, la révolution anti-obésité menée par Eli Lilly et Novo Nordisk. Et même si on peut croire tout à fait à ce thème GLP-1, il y a eu des victimes illégitimes sur les marchés. Donc là, jouer le rebond de ces victimes-là. Et puis on croit aussi quand même pas mal aux valeurs technologiques pour l'ensemble de l'année 2020. Pour l'ensemble de leur carrière.
Voilà. Ben, oui, C'est oui. ça. Oui, non, mais oui, oui, on peut pas s'en éloigner de ce secteur tech et de ce que ça implique. Oui, l'idée Riscon, ça vous convient toujours ou pas, Xavier, là? Non, Ah ouais. ça me convient pas parce que je pense que ce qu'on connaît depuis fin octobre, les marchés ont été trop loin. Marché obligataire. Donc moi, je serais très prudent sur le premier semestre de l'année prochaine. Je pense qu'on a les conditions. Non pas d'un crack obligataire, mais d'ajustement obligataire assez violent, enfin assez rude, et notamment en Europe. Donc je pense que faire des liquidités, la logique est la bonne, hein, celle que si après, je ne m'oppose pas dans le principe, hein, c'est très bon. Mais Tactiquement, là, tactiquement, vous dites, je pense après un tel rallye, si on peut nettoyer un peu les portefeuilles, garder de la qualité. Voilà. Et, avec la perspective que tu as indiquée, Gustavo, que vous indiquiez tous les deux, ça me semble. Mais bon, prudence. Par contre, effectivement, regardez le purgatoire de la cote et notamment la partie cyclique. Des small caps, je serais... Attendons, parce que j'ai l'impression que le cadre opératoire des small caps a peut-être changé post-Covid et post-choc énergétique. Bah ouais. Et peut-être qu'au fond, la rentabilité à venir, et peut-être avec la démondialisation, enfin tous ces trucs-là, ça... Bon, mais en tout cas, prudence sur la première partie de l'année, parce que j'ai l'impression que les primes de risque sont pas calées au bon endroit, et donc ça sert à rien d'embarquer des actifs à des primes de risque trop faibles d'une certaine façon. Mais l'idée de jouer le cycle sur le moyen terme, 2024, avec le put, 2025, ça c'est... Bon. La question des marchés, les marchés vont trop vite, mais bon, les marchés anticipent. Quand on leur donne une nouvelle donne, un nouvel élément, le marché joue la séquence, parfois jusqu'au bout. Mais ça veut dire parce que le marché était très short de duration. Ah oui, c'est short, pour ça. max short et fin d'année. Bien sûr. Obsédé par les mois d'attente sur la partie obligataire. Ouais. Donc c'est un virage girouette à 180 degrés là pour le coup. Merci beaucoup messieurs. Merci pour vos éclairages de fin d'année, les perspectives 2024 que vous nous avez apportées. Bastien Dreux, CPR Asset Management, Gustavo Orenstein, Dorval AM et Xavier Patrolin, Albatros Capital.